Je commence. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être rejoints à cette conférence qui, je l'espère, va être utile pour vous. Compte tenu du temps, je ne vais pas y aller de manière très approfondie, mais je vous montrerai notamment à la fin les différents moyens d'en apprendre plus en profondeur et puis de nous joindre aussi. Je vais donc commencer tout de suite. C'est bon. Avant de rentrer vraiment dans l'outil en tant que tel, je pense qu'il est important de mentionner dans un premier temps un peu l'essence du portail, sa genèse. Donc, on est parti en 2009 avec la loi sur l'eau qui a mentionné la création du Bureau des connaissances sur l'eau qui a notamment pour mission, je les ai surlignés un peu en mots-clés parce que c'est assez long, mais ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y a déjà une grande préoccupation au niveau de la diffusion, le partage, la collecte des données touchant l'eau, et tout ça pour, dans une optique finalement de partager la connaissance et puis de sensibiliser aussi la population sur la gestion de l'eau et ses enjeux. Ces grandes orientations aussi sont reprises par la stratégie québécoise de l'eau qui a été publiée en 2018, qui elle est encore plus claire à ce sujet puisqu'elle dit notamment de diffuser les connaissances et de soutenir le déploiement du portail des connaissances sur l'eau. Si on revient au bureau des connaissances sur l'eau, c'est donc quand le bureau a été créé, ils se sont dit quels outils on va utiliser pour remplir cette mission-là. Il y a eu dans les gros outils, peut-être que certains d'entre vous connaissent le rapport sur l'état de l'eau et des écosystèmes aquatiques. Donc, il y a un rapport quinquennal qui fait vraiment, qui utilise des indicateurs pour faire un état de la situation de manière quand même assez vaste à l'échelle du Québec, qui va d'ailleurs être publié d'ici, la nouvelle version va être publiée d'ici la fin de l'année. Puis, le portail des connaissances sur l'eau. Donc, pour le faire, ça a pris plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'il fallait pas manquer notre coup. Puis, c'est quand même assez vaste, la connaissance sur l'eau. Si vous êtes plusieurs professionnels du domaine, ce qui a été constaté, c'est que la connaissance sur l'eau, bien, elle existe. C'est juste qu'elle est disparate. Elle est sous différentes formes, elle est à différents endroits. Donc, comment faire en sorte que le monde ait accès à la même information? Mais pas seulement. Comment faire en sorte aussi qu'on génère de la connaissance? Puis là, il y a un pari qui a été fait qui part du principe que en collaborant, on augmente cette connaissance. Je vous dis cela pour comprendre l'essence du portail parce qu'en effet, quand on a créé le portail, on retrouve les objectifs, je dirais, communs à un portail, c'est-à-dire on va accéder rapidement, c'est d'accéder rapidement à toutes, disons, les informations entourant l'eau. On fait le lien vers d'autres sites d'intérêt parce que, bien entendu, il y a plein de sources d'informations et de données. Mais aussi, on a voulu créer un outil qui favorise cette fameuse collaboration pour générer de la nouvelle connaissance. Alors, plus concrètement, comment ça se concrétise? Ah oui, avant, pour ceux qui ne sont pas abonnés au portail encore, je dirais pas mal tout le monde peut s'abonner au portail en autant que vous êtes quelqu'un qui travaille quand même avec un projet en lien minimalement avec le domaine de l'eau. Sinon, c'est plus pour vous, finalement, vous n'avez pas vraiment d'intérêt à aller sur le portail. Vous avez l'adresse ici en bas de l'écran. Pour l'instant, je le mentionne, ce qui est bien important, c'est de l'ouvrir avec Internet Explorer. Ça va être réglé dans quelques semaines, cette restriction-là, mais pour le moment, bien important d'ouvrir avec Internet Explorer. Vous allez remplir un petit formulaire qui est très simple. C'est plus, en fait, pour cerner un peu vos champs de compétences et on va voir pourquoi après, notamment. Et de suite, automatiquement, vous allez recevoir vos ID pour pouvoir rentrer sur le portail. Ou alors, une autre option, c'est que, je vais l'expliquer tantôt, il y a des sites de collaboration sur le portail et la personne qui monte un site de collaboration invite une liste de participants. Vous pouvez faire partie de ces participants. À ce moment-là, vous allez recevoir une invitation. Et en recevant cette invitation, si vous n'êtes pas abonné au portail, vous allez passer par le processus d'abonnement au préalable. Voici donc, une fois que vous entrez sur le portail, sa page d'accueil. Donc ici, plusieurs fonctions pour reprendre sa mission. On va y aller par bloc. Déjà, au niveau du contenu en tant que tel.
vous pouvez ajouter du contenu. Ça, c'est un besoin qui a été formulé. Plusieurs organisations, personnes, etc., détiennent des contenus et n'ont pas les structures nécessaires pour les archiver finalement, nonobstant leur pertinence. Donc, sur le portail, c'est un endroit qui est intéressant pour déposer du contenu. Très simple, pour déposer du contenu, vous cliquez tout simplement sur « Ajouter un contenu » ou alors vous pouvez y aller par type de contenu. Là, il y a une fiche de métadonnées qui apparaît. Vous remplissez quelques informations pour après faciliter son repérage. Et après, tout simplement, le contenu se retrouve sur le portail. Il y a aussi un fil de nouvelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les essences du portail, c'est que bien que l'architecture a été montée au sein du ministère, le portail est l'affaire de tous. C'est vraiment un outil qu'on a mis à disposition de la population. Pourquoi? Parce que le partage des connaissances sur l'eau est vraiment comme l'affaire de tous. Donc, nous, on produit un outil, on n'a pas de droit de regard dessus. Vous mettez le contenu. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que justement, l'entrée sur le portail n'est pas anonyme. Donc, finalement, tout le monde voit qui a mis quel contenu et il y a quand même la possibilité de faire un signalement si vous voyez, vous, en tant qu'utilisateur du portail, des contenus inappropriés qui ont été mis. Vous pouvez alors le signaler auprès de l'équipe portail. Mais nous, par contre, on ne fait pas de contrôle à ce niveau-là. Par contre, maintenant, le portail a 2 ans. Il a été mis en ligne en août 2018. On s'est assuré de mettre vraiment, pour le lancer, beaucoup de contenus qu'on appelle de qualité, finalement, qui ont été approuvés, etc., pour pouvoir déjà avoir une première base de travail. Et aussi, on travaille avec beaucoup de partenaires, justement, pour alimenter le portail en contenu de cette qualité-là. Donc, pour en revenir au contenu, outre les nouvelles, vous pouvez mettre des nouvelles vous-même sur le panneau de nouvelles et aussi en bas à gauche, vous avez accès à un outil de travail de la donnée géomatique qui est utilisé via la plateforme, via l'atlas géomatique de notre ministère, dont je vais en parler un peu plus tard. Après, vous pouvez rechercher du contenu. Alors, vous avez une barre de recherche toute simple en haut à droite, donc vous pouvez y aller par mots-clés. On a aussi développé un outil de recherche où on peut faire des recherches selon non seulement les mots-clés, mais aussi les bassins hydrographiques, les unités administratives, etc. Donc, ceux qui ont des projets plutôt d'ordre territorial, ils vont pouvoir aller raffiner leur recherche de cette manière-là. Vous pouvez voir aussi avec le Quoi de neuf les dernières activités, les derniers contenus qui ont été mis sur le PCE. Et aussi, en bas au centre, vous avez le lien vers d'autres plateformes, d'autres bases de données d'intérêt avec qui on collabore aussi pour aller chercher d'autres connaissances supplémentaires. Notamment, nous avons Données Québec qui est dans une optique de vraiment diffuser la donnée. Donc, il y a beaucoup de données, je dirais, à chaque mois qui se retrouvent là et qui sont accessibles vraiment à tous. Donc, c'est un outil que je vous invite à aller regarder. On a aussi l'Observatoire Saint-Laurent, qui est une plateforme un peu du même ordre que nous, avec beaucoup de travail de données qui est fait plus au niveau du Saint-Laurent. Puis on va développer un peu des projets avec eux pour voir comment rallier tout ça. En tout cas, des projets comme ça se fait pas en 2 jours, fait qu'on travaille dessus, mais c'est ça. Pour l'instant, vous pouvez y accéder aussi via le portail. Et enfin, ce que je vous parlais, la fameuse collaboration. Alors, la collaboration, c'est le logo qu'on voit au milieu. C'est la possibilité de créer des sites de collaboration que vous retrouvez aussi. Tous les sites que vous créez ou auxquels vous adhérez, vous pouvez les retrouver ici à droite dans le menu déroulant. C'est tous vos sites à vous. Mais aussi, en dessous du logo au centre, vous avez l'annuaire des sites. Et là, ça vous montre tous les sites auxquels vous pouvez adhérer, qui existent déjà, auxquels vous pouvez adhérer. Il commence à y en avoir vraiment beaucoup. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, on est rendu près de 2000 personnes sur le portail. Donc, le portail est rendu quand même très actif et il y a quasiment 200 sites de collaboration qui sont créés présentement. Vous verrez que vous n'aurez pas la visibilité pour tous. Je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi, mais ça vous donne quand même beaucoup, ça commence à vous donner beaucoup d'opportunités d'en apprendre plus ou d'intervenir dans différents domaines.
Alors, je ne vais pas détailler toutes ces options-là. Je suis allée chercher peut-être ce qui vous intéresserait le plus aujourd'hui. Donc, on va plus focaliser sur les sites de collaboration et aussi sur le travail de la donnée. Fait que les sites de collaboration, comme je le disais à l'instant, pourquoi on ne les voit pas tous? Parce que il y a une option qui a été développée. On a fait beaucoup de développement. Pour ceux qui se demandent, la solution est établie sur un environnement SharePoint. Mais on n'est vraiment pas dans la solution vanille. Elle a été très, très, très développée justement pour qu'elle soit accessible à tous. Le but, c'est de favoriser aussi l'adhésion. Le portail, c'est un nouvel outil. Si quand vous y venez, vous n'y trouvez pas votre compte, il y a d'autres outils, c'est sûr que vous n'y reviendrez pas. Donc, il y a eu un enjeu pour nous de vraiment favoriser cette adhésion-là. Donc, on a pris le soin vraiment de développer l'outil qui soit le plus intuitif possible. Et lorsque ce n'est pas le cas, je vais vous montrer aussi les options qui s'offrent à vous. Donc, un site de collaboration, quand vous décidez d'en créer un, vous avez 3 possibilités de type de site. Vous pouvez faire un site public. Donc, quand vous allez dans l'annuaire des sites, vous allez voir, tout le monde va voir, toute la communauté du portail va voir votre site et va pouvoir y accéder de manière instantanée. Si vous faites un site semi-public, tout le monde va voir l'existence de votre site, mais avant d'y accéder, vous, en tant qu'administrateur, vous allez avoir un droit d'entrée, c'est-à-dire que vous pouvez refuser du monde pour différentes raisons. Et il y a enfin les sites privés. Les sites privés, vous ne les verrez même pas dans l'annuaire des sites, à moins bien sûr que vous en fassiez partie. Donc les sites privés, autant dire que quand vous en créez un, vous êtes mieux d'inviter le monde parce que sinon ils ne vont jamais voir que votre site existe. Ça, c'est un besoin aussi qui a été formulé, bon, des gens pour différentes raisons. Certains qui travaillent vraiment avec de l'information sensible ou quoi, préfèrent dans un premier temps être en mode privé pour après publiciser la chose, mais en tout cas. Et que ces 3 options s'offrent à vous. Et une fois sur le site de collaboration, vous avez différents outils qui sont mis à votre disposition pour travailler. Il faut voir le site de collaboration comme vraiment un espace de travail virtuel qui va permettre à votre public, aux gens que vous voulez rassembler, non seulement d'échanger, mais de partager du contenu, de sensibiliser aussi. Je vais vous montrer 2 exemples tantôt, qu'est-ce qu'on est capable d'aller faire avec un site de collaboration, mais c'est vraiment très intéressant et c'est très populaire, c'est très apprécié sur le portail. Puis on est très heureux de ça puisqu'on avait fait un peu le pari qu'en collaborant, ça va augmenter la connaissance. En effet, la collaboration est très populaire, les gens en demandent et puis en général sont très satisfaits des actions qui se font sur les sites de collaboration. Hop. Alors, un exemple de site, ça c'est un site public ou semi-public si je me souviens bien. Ça, c'est pour vous montrer un des exemples, qu'est-ce qu'on peut faire avec un site de collaboration. Donc là, en fait, le cas a été que c'est un professionnel du ministère qui a créé ce site. Il y avait une foule de documents qui étaient disponibles dans les archives du ministère et pourtant qui étaient très, très utiles à beaucoup de monde, notamment dans le milieu municipal, puisqu'il s'agit des ouvrages d'assainissement des eaux usées. C'est des rapports de suivi. Et donc, on a souvent besoin des années antérieures pour faire des comparatifs, etc. Donc, cette personne-là et sa direction se faisaient aussi souvent solliciter pour des demandes, puis ça prenait un certain temps, etc. Donc là, en créant ce site, en fait, ils ont mis tout le contenu ici. Oui, est-ce qu'il y a une question? Non? Ok. N'hésitez pas, là, j'ai entendu du... Oui? Je pense qu'il y a un micro qui est ouvert. Ah, ok, ok. S'il vous plaît, les participants, juste bien fermer votre micro. Ok, bon, je vais continuer. Alors, tu me fais signe, Caroline, s'il y a une vraie question. Je pense qu'il l'a fermé, c'est correct. C'est bon. Parfait. Donc là, les rapports ont été disponibles, ont été mis à disposition ici, puis les personnes peuvent venir les chercher de leur plein gré. Donc, c'est un double avantage, c'est que ça permet de faire ressortir une connaissance qui a été accumulée et aussi d'optimiser un processus parce qu'avant, ça prenait beaucoup de temps. Maintenant, il suffit juste d'aller les consulter. Ça prend juste le temps de la connexion au portail. Donc là, on a une optimisation de processus en plus de faire ressortir
finalement des ouvrages qui sont d'intérêt pour la population. Donc ça, c'est un type de site. Ça, c'est un autre type de site qui est également semi-public. Donc là, on est plus dans le cadre d'un projet, dans ce cas-là, qui est les plans régionaux pour les milieux humides et hydriques. Donc là, c'est un mandat qui est sorti récemment. Puis là, comme c'est nouveau, et puis le milieu municipal, les intervenants, les OBV, les consultants, etc., il y a beaucoup d'outils et de connaissances à aller chercher, en tout cas d'informations, de données, etc. Une série d'organisations se sont regroupées pour justement offrir tout ça en une même place. Puis pas seulement, ils veulent s'assurer aussi que le niveau de connaissances et d'outils et d'informations soit égal pour tout le monde et que donc au final, le produit qui va être livré va être de qualité équivalente et que ça ne sera pas à cause que quelqu'un n'a pas eu l'information, etc. Donc, c'est un site qui a été très, très bien fait. Comme vous voyez, en fait, même au niveau graphisme, les sites changent. C'est parce qu'on peut tellement le personnaliser. Puis ça, il ne faut pas... il faut pas cracher là-dessus parce que justement, ça aussi, le design, c'est un motif d'adhésion. C'est quand vous entrez sur un site comme ça, c'est plus agréable, on a plus le goût d'y revenir. Donc, il y a vraiment un effort qui a été fait là-dessus. Puis, je vais juste vous montrer ce site-là dans son ensemble. Là, on ne voit rien, c'est normal. Mais je veux juste vous montrer sur un site de collaboration tous les outils qu'on peut aller chercher. Donc, si on va du haut vers le bas au centre, là, on va avoir les dernières nouvelles au sujet de ce projet-là. On va avoir aussi une bibliothèque de documents, donc que les personnes du site peuvent consulter à tout moment. Là, il y a des références à des lois et règlements. Quand je vous dis qu'on peut personnaliser même les sections, c'est voilà, ils voulaient mettre ça de l'avant. Et ils ont aussi un coffre à outils où ils ont créé un catalogue de données pour pouvoir faire justement leur travail. Donc, ça, en cliquant là-dessus, ça ouvre tout un catalogue et ça pointe sous forme de lien. On a juste à cliquer sur le lien puis ça pointe où est la donnée fiable et à jour, je dirais. Si vous regardez à droite, et c'est ça qui est intéressant aussi, ils ont développé tout un forum de discussion. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, ce projet est nouveau. Donc, il y a beaucoup de questions. Puis c'est rare que quand on se pose une question, on est le seul à se la poser. Donc, ils se sont dit, ben, pour éviter de passer beaucoup de temps à répondre aux questions et que les personnes se retrouvent comme ça dans le vague, on va monter ce forum de discussion. Fait que les personnes qui vont sur ce site, 9 chances sur 10, les questions qu'elles se posent ont déjà été répondues. Ça fait qu'elles peuvent aller consulter le forum et puis en reposer elles-mêmes au besoin. Puis en bas à droite, vous avez la liste des membres. Donc, il y a un premier bloc, c'est les administrateurs. Puis après, il y a les participants. Là, vous voyez, il y a comme une vingtaine de pages parce qu'il y a quand même plusieurs centaines de personnes sur ce site-là. Donc, bref, là, vous avez vraiment votre espace de travail qui vous permet de réaliser ce projet-là, en plus d'avoir un accès direct aux personnes qui sont en charge de ce projet et aussi impliquées dans ces projets-là. Donc, aussi pour le contact, le réseautage, c'est important. Rapidement, c'est ça, je vous ai montré 2 exemples de sites de collaboration. On pourra en reparler au besoin. Je vais tout de suite aller sur le travail de la donnée parce que ça aussi, la donnée, c'est une manière de travailler qui est très, très utilisée de nos jours. On passe par l'Atlas du ministère. L'Atlas est quand même très complet parce qu'il y a présentement plus de 500 couches qui sont disponibles. Sûrement que pour vos mandats, vous n'aurez pas besoin des 50 couches. Donc, nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est que quand vous ouvrez l'Atlas, vous atterrissez sur la page que je vous montre. À droite, vous avez déjà des couches qu'on a présélectionnées. C'est des couches qui concernent plus le domaine de l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous allez sur le portail, vous avez accès en visualisation à toutes les couches, sauf celles, bien sûr, qui ont des données sensibles, sensibles étant, par exemple, qui réfèrent aux identités de personnes, etc. Parfois, même nous, les personnes du ministère, on n'y a pas accès. Mais autrement, je vous dirais qu'il y a comme 90% des données auxquelles vous avez accès. Par contre, c'est un peu différent pour l'extraction. Et ça aussi, on pourra en débattre si vous avez des questions à ce sujet. Si vous voulez consulter une couche en particulier qui n'est pas dans l'onglet de gauche,
deux moyens. Vous pouvez aller à droite en dessous de là où il y a écrit thème, ou alors vous pouvez aller dans l'onglet catalogue. Donc là, vous allez avoir le catalogue du ministère sous différents thèmes. Si vous ne voulez pas toutes les déplier pour regarder, sur l'onglet de droite, vous pouvez rechercher une couche par mot-clé. Et aussi, au milieu, vous avez ce qu'on appelle le catalogue des utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui a été créé vraiment pour les besoins du portail, où là encore, le catalogue des utilisateurs, en fait, permet ici d'ajouter ou de prendre connaissance de couches de données qui sont faites par des membres du portail qui veulent travailler sur une donnée. Ce n'est pas forcément des données qui sont approuvées par le ministère ou quoi que ce soit, mais c'est un espace qui vous permet de travailler la donnée quand vous avez besoin d'un espace pour pouvoir travailler en collaboration avec d'autres personnes, d'autres organisations, etc. Donc déjà, ça vous donne une bonne visualisation. Puis, il y a d'autres outils qui ont été développés, des outils de géotraitement qui sont toujours en lien avec la gestion de l'eau. Par exemple, ils sont tous surlignés. C'est des outils de géotraitement qui vous permettent, si vous cliquez sur une place, ça va vous calculer automatiquement le réseau hydrographique. Ça va vous montrer le réseau hydrographique en amont, en aval, ou comme là, l'exemple le montre, on a cliqué sur un point du territoire et on a demandé qu'il nous délimite l'aire de drainage dans lequel ce point se situait. Donc là, c'est ce qui apparaît. Puis une fois que cette carte-là est faite, vous pouvez aussi l'extraire. Donc, il y a une petite manipulation là pour le mettre sous forme de PDF. Donc voilà, c'est tous des outils qui vous permettent d'accéder à la connaissance puis de la travailler pour vous-même en générer aussi dans vos propres projets. Bon voilà, j'ai vite fait le tour, mais on n'a pas beaucoup de temps. Si vous voulez en savoir plus, sachez que sur le portail, toujours pareil, la page d'accueil, en bas à gauche, en haut à droite, vous avez des points d'interrogation. Ça vous permet d'avoir accès à une présentation plus détaillée du portail. Ça explique aussi dans le guide d'utilisation comment utiliser différentes fonctionnalités. Et vous avez aussi la possibilité de faire des demandes de soutien en fait, qui consistent à joindre notre pilote. Voilà. Nous aussi, on est une équipe. Ça aussi, c'est un atout pour le portail. Nous sommes une équipe, il y a de l'humain derrière ça. Donc, quand vous allez sur le portail et que vous avez un projet, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous voulez personnaliser votre site, vous avez besoin de conseils pour quoi que ce soit, vous pouvez contacter l'équipe du portail. Nous, on fait de l'accompagnement dans la création des sites, en plus, finalement, de faire du dépannage technique, etc. Il y a beaucoup, le portail, comme tout outil informatique, est en constante évolution. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que nous, c'est comme ça que ça marche. Tant que ce n'est pas officiel, on ne le dit pas. Mais il y a encore, on est en train de travailler sur plusieurs choses qui vont encore aider encore plus les professionnels, des outils d'aide à la décision, etc., qui vont être développés et mis sur le portail. On essaye de le faire évoluer avec les besoins. Avec 2 ans d'utilisation et puis 2000 personnes sur le portail, on commence à avoir de bons retours et capter encore plus les besoins actuels et venir. Donc, on travaille là-dessus. Et que bref, si vous voulez nous contacter, adresse courriel, le téléphone, avec la situation de télétravail, il est peut-être un peu moins optimal en ce moment. Fait que allez-y avec l'adresse courriel. Puis c'est certain qu'on vous répondra très, très rapidement. Donc, un gros merci, Gaëlle. C'était vraiment une présentation très intéressante. Puis, je suis certaine qu'il y a plusieurs chercheurs qui ont très hâte d'aller fouiner sur ce portail-là pour leurs recherches et leurs projets. Donc, c'est maintenant la période des questions. Je voulais aussi vous dire, je m'excuse que la présentation de Mme Damstroy sera sur le site de Centro au courant de la journée. Est-ce que c'est correct avec toi, Gaëlle, si je la mets aujourd'hui? Oui, parfait. Oui. Donc, c'est maintenant la période des questions. Alors, si vous avez des questions, vous avez juste à écrire vos questions dans le chat. Ah, je vois qu'il y a déjà 3 questions. Oui, donc, dans le fond, Gaëlle, je ne sais pas si tu vois le chat. Si tu vas en bas, il est marqué chat. Oui, tout à fait. Donc, une première question de M. Letournel, merci beaucoup, qui dit « Est-ce qu'on peut extraire les couches sous autre format que PDF ?» Alors oui, bien entendu, puis je m'excuse, je me suis peut-être mal exprimée à ce sujet.
L'extraction sous forme de PDF, c'est comme quand vous voulez extraire en fait la capture d'écran du résultat de votre géotraitement. Autrement, les couches, oui, vous pouvez les extraire sous différentes formes comme en mode shapefile. Par contre, comme je l'ai mentionné, dépendamment de votre organisation, l'extraction n'est pas toujours possible. Si elle n'est pas possible, je vous inviterai à nous contacter. Ça fait partie de nos fonctions Bureau des connaissances sur l'eau. Donc, si dans le cadre de votre organisation, vous avez besoin d'une couche en particulier pour faire vos projets et que vous n'y avez pas accès en extraction, contactez-nous. On va voir ce qu'on peut faire avec les producteurs de données. Il y a peut-être moyen d'aller travailler avec eux. Ils peuvent peut-être parfois, on a déjà vu ce cas-là, modifier un peu la donnée pour, si elle est sensible, mettons, enlever les identités ou comme ça pour vous donner vraiment juste ce que vous avez besoin pour vos projets. Parfait. Olivier Larouche demande, est-ce qu'il est possible de télécharger plusieurs couches de données en même temps selon une zone de gestion? Plusieurs couches de données selon une zone de gestion. En fait, vous pouvez les afficher. Oui, ça, une chose est certaine, c'est que c'est possible de les afficher. Après, pour les télécharger, j'essaye juste de voir... vous voulez les télécharger en simultané dans le fond. Est-ce que vous voulez faire une capture d'écran ou je ne sais pas si la personne, si Monsieur Larouche peut parler ou non, ok. En fait, est-ce que je peux débloquer son... Ah. Oui. C'était plus par rapport à... parce que j'avais mis d'autres questions par la suite, là, puis c'est pour faire des géotraitements. Donc, c'est vraiment en format shapefile ou même géodatabase. Puis mes autres questions, c'était plus, est-ce que c'est la même structure que la donnée officielle? C'est-tu la donnée qui vient directement du ministère? Oui, tout à fait, exactement. Puis, parce que là, j'ai vu, je crois qu'on peut juste l'exporter en shapefile. Oui. Il n'y a pas moyen de garder la structure comme géodatabase? Il me semble que c'était possible de faire une extraction vraiment de votre zone. Parce que c'est vrai aussi, ça a été souvent mentionné, le fait que il y a des shapefiles qui sont énormes parce que ça concerne toute la province. C'est peut-être pas ça répond peut-être pas aux besoins. Oui, exact. En fait, je pense souvent ce qu'on a besoin, c'est d'exporter plusieurs couches en simultané pour seulement une zone de gestion. Oui. Puis, si possible, de garder la même structure que la donnée source. Oui. Les géodatabases, souvent, là, la BDTQ, par exemple, il y a une structure qui est suivie. C'est souvent ça qu'on recherche. Là, malheureusement, je vais faire une réponse un peu plate dans le sens où je sais que cette fonctionnalité a existé. Je ne suis pas sûre présentement parce qu'en fait, il y a un gros travail de mise à jour de l'Atlas qui va carrément changer de support, etc. Et que je sais que ça a comme bloqué un peu des fonctions. Mais ça, par exemple, si vous permettez, je pourrais aller chercher vraiment la bonne réponse telle qu'elle est actuellement, puis vous revenir. Oui. C'est correct? Tu me permets-tu de répondre? Ah, Pierre-Thomas, t'es là, oui. Oui. Je cherchais comment lever la main. Géomatique. En fait, je vois que vous travaillez pour un OBV, si je comprends bien. Oui. Oui, c'est ça. Pour répondre à votre question plus spécifiquement, là, dans l'Atlas, certaines couches de données, là, quand il y a un petit marteau à côté, là, dans le catalogue, vous pouvez faire, il y a comme un outil d'extraction. Puis là, on peut y aller selon une zone. Là, vous sélectionnez, disons, l'OBV, la couche de l'OBV. Vous sélectionnez votre OBV, puis vous pouvez faire une extraction par là de plusieurs couches. Mais il n'y a pas beaucoup de couches que le petit marteau. Malheureusement. Sinon, c'est une extraction là, en sélectionnant seulement couche par couche en bas à droite. Puis là, vous avez seulement le choix, là, des fois, là, entre Shapefile ou Excel. Mais dans la géoextraction, vous pouvez en FDGB. OK. Oh, excellent. Mais là, vu que vous travaillez dans un OBV, on a un site de collaboration pour les OBV. OK. Ça fait pas longtemps que je suis en poste, là, donc je recherche plusieurs données. C'est le GeoGuichet. Il y a un site de collaboration. Vous pouvez aller voir dans l'annuaire des sites.
OK. Puis vous demandez à avoir accès en passant par l'annuaire des sites. Puis à cet endroit-là, là, on donne un accès privilégié aux OBV parce que pour les PDE, là, on leur donne un mandat. Donc, on donne un autre accès là, plus facile à d'autres couches de données que cet atlas-là. Donc, allez consulter. Puis vous allez avoir une plus grande facilité à récolter vos données là, pour les PDE. Bon, ben excellent. Merci. Pierre-Thomas, tant que ton micro est ouvert, est-ce que tu pourrais répondre aussi à Madame Yargeau qui dit « Est-ce simple de distinguer les données provenant du ministère versus des données fournies par des utilisateurs? Est-ce que certains contrôles de qualité sont demandés avant d'approuver les données d'autres personnes ?» Donc, je pense qu'elle fait référence quand je parlais du catalogue des utilisateurs versus les données officielles qui sont sur l'Atlas. Oui, en fait, c'est ça, c'est séparé par catalogue, en fait. Il y a le catalogue du ministère, là, ça, c'est toutes des données officielles que personne ne peut, il n'y a aucun utilisateur qui peut nécessairement, là, c'est les données officielles que vous téléchargez ou que vous visionnez. Mais une fois dans le catalogue d'utilisateurs, là, les gens peuvent mettre des couches de données, là, ils peuvent prendre une donnée officielle, télécharger, faire une modification, un géotraitement, puis vouloir la partager avec d'autres gens. Donc, c'est dans le catalogue utilisateur que vous retrouvez là. Donc, c'est spécifique. Là. Il y a peut-être une description qu'ils peuvent mettre et tout ça. Là. Mais sinon, pour la donnée officielle, vous avez des métadonnées pour chacune des couches. Vous pouvez, avec un clic droit là, dans la table des matières, dire visionner les métadonnées. Puis ça, vous allez avoir une page qui explique toute là, la donnée, là, sa source, etc., son explication. Mais c'est ça, le catalogue utilisateur, c'est séparé en deux. Ça dépend dans quel catalogue que vous êtes, là, que vous allez pouvoir savoir les données fournies par l'utilisateur ou par le ministère. Oui, le rôle de la métadonnée sur le portail des connaissances sur l'eau est vraiment important parce que c'est ce qui permet en fait de retracer l'origine de la donnée et finalement de vous faire vous-même une tête, de savoir si vous utilisez ou non la donnée. Comme je vous l'ai dit, le but, c'est pas de sanctionner ou quoi, mais c'est à vous, en fait, c'est votre libre arbitre de voir selon la provenance de la donnée ou quoi, est-ce qu'elle va être utile pour vos besoins ou non. Donc, que ce soit des données géoréférencées ou du contenu sur le portail, il y a toujours une métadonnée à compléter en mettant la provenance, le titre, l'auteur, etc. de ce contenu-là. Madame Yargeau, OK, c'est bon. Anne-Marie demande est-ce que le portail s'adresse uniquement à une clientèle de chercheurs professionnels ou s'il peut répondre aussi aux besoins d'étudiants universitaires? En fait, comme je disais au début, le portail, c'est pas juste des professionnels, chercheurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment toute personne qui est impliquée dans la gestion de l'eau, que ce soit de manière directe ou indirecte sur le portail. Vous avez, oui, en effet, vous avez des étudiants parce qu'ils ont différents projets de recherche, etc. Et puis, ils ont besoin d'avoir des données. Vous avez du monde du milieu municipal, vous avez des organismes de bassin versant, vous avez des chercheurs, vous avez des gens d'autres organisations, des associations, des gens du ministère. La clientèle est vraiment très, très variée parce que vous le savez, là, dans le domaine de l'eau, c'est vraiment très varié. Donc, je vous dirais, si c'est votre cas, que vous êtes étudiant de l'université, que vous avez un intérêt justement à avoir accès à ceci, vous faites votre demande et il ne devrait y avoir aucun problème.